Alors, la grande conférence cette année donc, va porter sur l'antiracisme. Alors, pourquoi ce choix? Bien évidemment, l'extrême droite, son emprise dans les classes populaires, ses résultats électoraux nous préoccupent. Dans cette perspective, la question du racisme, dimension essentielle des contenus idéologiques de l'extrême droite, est donc très importante. Depuis la naissance du syndicalisme jaune au début du XXe siècle, en passant par les luttes antifascistes dans les années 30 ou durant les guerres coloniales dans les années 50, le mouvement ouvrier, et la CGT en particulier, possèdent une longue expérience du combat antifasciste. Plus récemment, en réaction au progrès du Front National, la CGT avait entrepris dans les années 1990 une longue campagne contre le racisme. C'était une campagne, vous savez, dont le visuel, c'était les anneaux de différentes couleurs qui figuraient sur toutes les affiches. À cette époque, le combat antifasciste allait de soi. Il n'y avait aucune problématique théorique. Le racisme, ça se combat, point. Pour tous les camarades de la CGT, ce combat s'imposait donc comme une évidence. Or, depuis quelques années, nous assistons à l'émergence sur la scène publique ou médiatique de nouveaux mots, de concepts entre guillemets étranges, qui émergent et qui gagnent et pénètrent jusqu'aux organisations classées à gauche. Alors, soyons concrets, de quoi je parle? Privilège blanc, je pense que vous l'avez déjà tous entendu ou lu dans les différents organes, blanchité, racisme systémique, intersectionnalité, le retour de la catégorie de la race. Alors, faisons attention. Il ne s'agit pas pour nous de dire qu'il faut condamner ces concepts parce qu'ils sont nouveaux, mais plutôt de les passer au tamis de l'esprit critique et voir en quoi ils peuvent être éventuellement utiles au combat d'aujourd'hui ou au contraire s'ils doivent être rejetés parce que source avant tout de confusion. Donc Florian Gully, qui est professeur de philosophie dans le secondaire, actuellement en poste à Besançon, syndiqué au syndicat Éducation, à la CGT bien sûr, a publié récemment, en 2022, l'an dernier, un ouvrage intitulé « L'antiracisme trahi », avec comme sous-titre « Défense de l'universel ». Son ouvrage et le contenu de cet ouvrage répond de manière très importante à la problématique d'aujourd'hui. Donc, en quoi, et alors dans ton ouvrage, tu définis en antiracisme trahi au singulier, mais tu définis ou tu présentes trois formes d'antiracisme, principalement l'antiracisme libéral, l'antiracisme politique et ensuite l'antiracisme socialiste. Celui-là qui appartient au mouvement ouvrier depuis sa naissance. Et donc, je te propose, à travers, d'abord nous expliciter pourquoi tu distingues ces trois catégories de lutte contre le racisme, et ensuite de revenir sur la défense de l'universel, et quelles sont tes propositions pour revenir au combat antifascisme et sur la valeur universelle de ce combat. Voilà, je te laisse la parole. Merci de l'invitation, puis merci à vous de vous être levé si tôt pour vos références. En introduction, je vais répéter un petit peu ce que tu viens de dire, à savoir sur le contexte d'écriture de tout ça. Donc, il y a évidemment le contexte politique de la montée de l'extrême droite, le RN, mais aussi un peu avant le discours le quinquennat Sarkozy, qui avait déjà été assez gratiné sur le sujet, Zemmour évidemment, etc. Donc ça c'est le contexte général lié aussi à des questions qui traversent notre société, de discrimination à l'emploi, à l'embauche, au logement, plus la question des quartiers populaires, de la police, etc. Enfin voilà, c'est une espèce de contexte général qui fait que cette question-là est sur le devant de la scène. Il y a aussi une perspective politique là derrière, c'est-à-dire qu'on a tous un petit peu conscience qu'il faut, pour qu'une politique,
au niveau politique. Pour qu'une politique de gauche soit menée, il faut une unité minimale des classes populaires. C'est-à-dire qu'on parle aujourd'hui de blocs populaires, enfin qui n'existent pas, mais qu'il faut construire. Et une de ces fractures, c'est ça. Il y a une partie des classes populaires qui s'abstiennent, qui est de l'abstention, et une autre partie très fortement qui va voter pour le Rassemblement national. Et donc il y a plutôt une perspective d'une opposition à l'intérieur des classes populaires, plutôt qu'une convergence. Et donc la question se pose de savoir comment on fait pour dépasser ça. Parce que l'objectif, c'est bien d'unifier, de construire un bloc populaire. Voilà. Et puis la dernière raison qui pousse à réfléchir à ce sujet, il me semble, c'est qu'effectivement, comme tu disais, il y a peut-être 30 ans, l'antiracisme, c'était à gauche assez consensuel. C'est-à-dire qu'en fait, on est antiraciste, point. C'est pas du tout une question théorique. Voilà, c'est-à-dire que c'est réglé, voilà, il n'y a pas de race, il faut défendre l'égalité, il faut juste s'opposer à ceux qui tiennent les discours racistes. Voilà. Or ça, c'est fini. Alors, cette époque-là est révolue, et maintenant il y a des débats extrêmement violents, voilà, extrêmement forts à l'intérieur de l'antiracisme, qui produisent sans doute des effets assez négatifs. Il y a des débats très violents entre organisations antiracistes. Voilà, entre SOS Racisme et puis, je ne sais pas, le Parti des Indigènes de la République, les Indigènes de la République avec le comité Adama, enfin bref, il y a des grosses tensions où chacun s'accuse, parfois carrément d'être l'idiot utile de l'extrême droite, etc. C'est une question aussi qui va fracturer les partis et puis les syndicats. Donc par exemple, cette question-là, elle n'est pas étrangère au problème de l'UNEF. Ce n'est pas tous les problèmes de l'UNEF, mais c'est une partie des problèmes de l'UNEF. À Sud aussi, à Sud Éducation, il y avait eu des débats assez virulents en interne autour de la question de réunions en non-mixité raciale, etc., avec des sections de Sud se désolidarisant d'autres, etc. Donc c'est pas une question qui ne nous affecte pas, qui touche les structures, et les partis de la même façon sont divisés. C'est pas entre partis, c'est à l'intérieur de chaque parti. Et puis évidemment, c'est aussi les questions de mots, parce qu'il y a une espèce de floraison de mots, de concepts, et souvent un peu difficiles, et donc on ne sait pas comment les prendre. Voilà, par exemple, est-ce qu'il faut parler de discrimination, de privilège blanc? Est-ce qu'il faut parler d'islamophobie, ou de racisme anti-musulman, ou de racisme anti-arabe? Et tout est tout de suite très compliqué. Voilà. Est-ce qu'il faut parler effectivement de blanchité? Qu'est-ce que ça veut dire se battre contre le racisme? Certains, on dirait peut-être nous, c'est pour l'égalité. D'autres disent non, il faut déconstruire l'Occident. Bon, alors il y a plein de choses bizarres et du coup, l'évidence que ça avait il y a 30 ans, on n'a plus. Donc, voilà un peu le contexte. Et donc du coup, j'ai essayé de proposer une sorte de typologie des discours antiracistes pour y voir un peu plus clair, justement, en prenant parti pour ce que j'appellerais un antiracisme socialiste. Alors ce mot-là, socialiste ou marxiste ou communiste, enfin peu importe, c'était pour le renvoyer au mouvement ouvrier. Voilà. Et c'est pas pour le renvoyer au Parti socialiste, vous aurez compris. Donc voilà, j'ai présenté ces trois formes d'antiracisme. L'antiracisme, ce que j'ai appelé libéral, un antiracisme politique, je reviendrai sur l'expression tout à l'heure, et puis un antiracisme socialiste. Donc l'antiracisme libéral, c'est l'antiracisme qui est le plus dominant aujourd'hui. Voilà, celui que vous trouvez dans la bouche d'un président de la République s'il est amené à parler de ça, dans les grandes entreprises qui font la promotion de la diversité, je ne sais pas, Nike, Jeff Bezos, Amazon, qui peuvent prendre parti pour le mouvement Black Lives Matter, etc. C'est celui des institutions de l'éducation nationale, par exemple, aussi. Bon. Et donc cet antiracisme-là, si j'avais le résumé, d'abord, il comprend, la plupart du temps, il comprend le racisme comme une forme d'ignorance, voilà, ou de fermeture d'esprit, ou de peur. Voilà, la xénophobie, c'est la peur de l'étranger, la peur de l'inconnu, etc. Et puis, il propose, pour dépasser ça, essentiellement donc, des politiques éducatives. C'est-à-dire qu'il fallait expliquer, par exemple, dans les écoles, que la diversité, c'est quelque chose de positif, qu'on n'a pas à avoir peur de l'inconnu, qu'il faut s'ouvrir l'esprit, etc. Et par ailleurs, il propose des formes de cooptation. C'est une politique élitiste. Il s'agit d'avoir, par exemple, dans les conseils d'administration des entreprises, il s'agit d'avoir de la diversité. Et donc que les conseils d'administration soient à l'image de la société.
éviter qu'il n'y ait que des blancs, en gros, dans des conseils d'administration. Ce qui vaut aussi dans la représentation nationale. Alors, il n'y a pas de système de parité, mais enfin, c'est ça l'idée, c'est de faire en sorte qu'il y ait des ministres issus de la diversité. Voilà, donc politique de diversification des élites. Et puis, politique d'éducation à la diversité. Voilà, essentiellement, ce que se propose cet antiracisme-là. Cet antiracisme-là, il est né, enfin, en tout cas, en France, dans les années 80, il était aussi incarné par SOS Racisme. Enfin, ce type de manière de penser la question antiraciste. Bon, alors, cet antiracisme-là, il fallait le critiquer. Il l'a été, pour plusieurs raisons. D'abord pour ses faiblesses, parce que, en fait, l'idée que le racisme serait de la xénophobie, c'est-à-dire que c'est la peur de l'inconnu, bon, en fait, ça tient quand même pas à la discussion très longtemps, puisque, par exemple, en France, il n'y a pas de racisme anti-maori, par exemple. Alors qu'on n'y connaît rien du tout aux Maoris. Ils sont complètement inconnus par rapport à nous et ils ne suscitent aucun rejet, voire même plutôt, ils pourraient fasciner, intéresser, etc. Et toute cette idée de renvoyer à la peur de l'inconnu, alors que non, le racisme, c'est lié en France à la présence, au fait qu'on connaisse bien les populations à propos desquelles il y a du racisme, les Arabes et les Noirs, parce qu'il y a eu colonisation, parce qu'il y a une présence aujourd'hui sur le territoire. Donc c'est pas du tout un racisme comme lié au fait de ne pas connaître, de ne pas être en contact. Voilà. Il n'y a pas de racisme anti-inuit, mais il y a un racisme anti-arabe. Voilà. Donc déjà, ce type d'explication de xénophobie, c'est une sorte d'abstraction qui occulte du coup toute l'histoire, puisque en réalité, il faut remonter aussi à la question coloniale ou à l'esclavage ou à ce genre de choses. Aux États-Unis, c'est pas une question d'ignorance des Noirs, puisqu'ils vivent depuis plusieurs siècles avec des Noirs sur leur territoire. C'est aussi une politique, ça a été dit souvent, mais qui est en fait paternaliste. Si vous songez au slogan d'SOS Racisme, « Touche pas à mon pote », c'est un reproche qui lui a souvent été fait, c'est-à-dire qu'au fond, qui dit « touche pas à mon pote », c'est un Français qui dit à un autre Français « touche pas à mon pote », mais donc le pote il parle pas, le pote il est passif, et il est défendu par le chevalier blanc, entre guillemets, enfin, on va pas dire ça comme ça, mais enfin, du coup, il y a une sorte de politique paternaliste, ils ne peuvent pas s'organiser eux-mêmes, se défendre eux-mêmes, et donc effectivement, ça c'est quelque chose qui devait être critiqué. De la même manière, cette politique-là, elle peut être parfaitement indifférente à la question des quartiers populaires. C'est-à-dire, vous pouvez dire en même temps, je recrute des gens dans les conseils d'administration, au journal de 20 heures ou dans le gouvernement, et laisser s'effondrer sur eux-mêmes les quartiers populaires. Voilà, parce que c'est comme ça c'est une logique, la France elle mérite, donc s'ils veulent s'en sortir, ils n'ont qu'à mériter, et puis c'est tout. On n'a rien à dire de plus sur les quartiers populaires. Il y a aussi une autre critique de moi j'aimerais bien un peu plus entendre, de cet antiracisme-là. C'est Pierre Bourdieu, le sociologue, qui l'a fait. Il est invité à un colloque du MRAP en 1979, et il parle du racisme de l'intelligence. Et il dit, attention, les antiracistes, ceux qui parlent beaucoup d'antiracisme, regardez-vous. Souvent, vous êtes des gens diplômés, élus par l'école, et vous tirez une certaine satisfaction à pointer du doigt des racistes, qui sont souvent des gens non diplômés, par exemple, en disant, c'est normal, ce sont des pauvres d'esprit, il fait un peu fermer l'esprit. Et on a eu ça, par exemple, au moment des Gilets jaunes. Au tout début des Gilets jaunes, il y avait cette idée qu'ils sont antisémites, ils sont racistes. Alors, il y en a dedans, mais immédiatement, c'est venu comme une interprétation de fond du mouvement, qui était porté par le racisme. Bon. Mais ça aussi, l'antiracisme, il peut être porté, en fait, par une élite, un peu pour se distinguer des masses, en disant, nous autres, nous sommes une minorité civilisée, nous allons défendre la démocratie contre cette espèce de populace. Et donc, du coup, le peuple transformé en menace. Donc évidemment, on n'est pas tellement chez nous d'un point de vue politique. Donc ça, ce serait intéressant quand même qu'il y ait ce recul sur soi de celui qui parle d'antiracisme, qui sache s'il n'est pas en train de régler des comptes aussi avec les gens des classes populaires quand il les stigmatise comme antiracistes, d'autant plus qu'il tient ce discours, et par ailleurs, ceux qui tiennent ce discours, par exemple, vont contourner la carte scolaire pour que leurs enfants ne se retrouvent pas dans le collège de ZEP du coin. Donc il peut y avoir une sorte de double pensée, comme ça, où on est très moralisateur, et où en même temps, on a des pratiques qui
un peu honteuses, hein, qui sont en contradiction avec le discours. Voilà. Bref, donc voilà, vous aurez compris, ce type de discours-là, voilà, années 80, 90, il mérite largement qu'on prenne ses distances avec lui. Et c'est ce qui s'est passé en France au début des années 2000. Il y a un nouvel antiracisme qui est apparu. Donc le contexte hein, est lourd. Hein, au début des années 2000, hein, voilà, vous avez le 11 septembre. Vous avez la loi de 2004 sur les signaux sensibles à l'école. Vous avez les émeutes de 2005. Vous avez la loi sur les effets positifs de la colonisation aussi, enfin les discussions autour. Donc voilà, c'est un contexte très lourd. Et tout ce contexte ben voilà, explique l'émergence du coup d'un nouvel antiracisme, alors qu'il va s'appeler qui s'appelle antiracisme politique. Hein, donc c'est pas du tout un mot neutre, hein, c'est pas pour dire, c'est un antiracisme spécifique qui a choisi de s'appeler comme ça, en rejetant le précédent, en disant de toute façon l'antiracisme précédent, c'est un antiracisme moral. En gros, ce sont des grandes prêches à la fraternité, à l'humanité, etc. Sans efficacité, regardez, le Front National grimpe. Donc nous, on va faire de la politique. Voilà. Il s'appelle antiracisme politique. Mais donc, encore une fois, ce n'est pas une expression neutre, c'est une perspective précise. Donc, ce qui est intéressant dans cet antiracisme politique, que je vais détailler un petit peu, mais ce qui m'intéresse néanmoins, c'est que déjà, il renoue avec l'histoire. Donc, le racisme, ce n'est pas une histoire de peur de l'inconnu, de phobie personnelle devant l'autre. C'est des processus qui sont nés dans des contextes historiques particuliers, l'esclavage, la colonisation, etc. Donc, ce n'est pas un truc dans la tête des gens d'abord. C'est d'abord des processus historiques qui ensuite produisent des effets dans les consciences, mais c'est d'abord des processus historiques. Et ensuite, ce qui est intéressant dans cet antiracisme-là, c'est qu'il va repolitiser la question du quartier populaire. Cette fois-ci, ça devient la question centrale. La question n'est plus de coopter une poignée d'individus dans des conseils d'administration ou sur des plateaux télé. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait des quartiers populaires. Donc, c'est en ce sens-là, ça paraissait tout à fait intéressant. Le problème, c'est la façon dont ils vont repolitiser tous ces débats. Voilà. Et c'est la façon dont ils vont repolitiser ces débats, elle a diffusé dans la société, en particulier auprès des jeunes, et c'est quelque chose qui, c'est pas l'idéologie dominante du tout, mais enfin c'est présent. Voilà. C'est quelque chose qui peut sortir assez rapidement. Alors dans le livre, j'ai essayé de faire la généalogie de cette manière de penser le racisme, parce qu'en fait c'est né à la fin des droits civiques aux États-Unis, cette façon de penser. Et il y a encore, on pourrait remonter plus loin, mais en tout cas, elle a été formalisée bien nettement, et en fait, elle est réutilisée aujourd'hui en contexte français. Voilà. Alors, pour simplement, je vais expliquer rapidement, du coup, il y a un auteur qui s'appelle Carmichael aux États-Unis, qui est inconnu en France, hein, mais qui aux États-Unis est connu. On le voit apparaître quand même dans des films, si vous avez vu le dernier film de Spike Lee, qui s'appelait Black Klansman, l'histoire d'un policier noir américain qui a infiltré le Ku Klux Klan aux États-Unis. Bon, c'est un film assez drôle. Et cet orateur des années 60 apparaît, par exemple. Hein, donc il a une certaine notoriété quand même. Vous avez les droits civiques qui s'achèvent en 65 avec les lois de déségrégation, les droits politiques accordés aux Afro-Américains. Et puis derrière, vous avez une sorte de radicalisation du mouvement suite aux émeutes dans toutes les grandes villes, dans les ghettos noirs. Et vous avez au cours de cette période plein de débats sur la question de l'émancipation des Afro-Américains. Et vous avez là une perspective qui naît, qui va ensuite irriguer en Europe. Alors je résume en 3 points cette manière de penser. Donc d'abord, ce courant antiraciste-là, il réhabilite l'idée de race. Voilà. C'est-à-dire que la race, historiquement, c'est un concept qui a été produit par le racisme, mais, disent-ils, on va le reprendre pour en faire un outil d'émancipation. C'est ça leur pari. Alors, certains disent c'est le retournement du stigmate. Voilà. C'est-à-dire qu'on me stigmatise avec un mot, mais je récupère le mot et je l'utilise contre ceux qui me l'avaient envoyé. Donc, ils se mettent à utiliser, donc aux États-Unis, le clivage blanc-noir comme étant le clivage fondamental de la société américaine et comme étant la manière de comprendre cette société, son fonctionnement, son évolution et la manière de comprendre les luttes. Voilà. Et donc,
ils se mettent en fait à réutiliser d'une certaine manière le langage marxiste en remplaçant classe par race. Donc les États-Unis, il y a une lutte des races. Il faut s'organiser racialement, donc dans des organisations noires, pour s'attaquer à l'Amérique qui est pensée comme, disent-ils, le pouvoir blanc. Voilà. Il faut travailler la prise de conscience raciale, et prise de conscience de classe, habituellement là c'est prise de conscience raciale, et c'est ainsi qu'on pourra s'émanciper. Une reprise, la race au centre, et une reprise du vocabulaire marxiste d'une certaine manière, mais purgé de la classe. En contexte français, par exemple, ça donne un ouvrage d'Ouria Bouteldjam qui s'appelait « Les Blancs, les Juifs et nous ». Et donc en fait, la structure de la société française, c'est ça. C'est les Blancs, les Juifs et nous. Nous dit-elle, les non-Blancs. Hein. Et elle met ce qui est très problématique, hein, c'est que les Juifs sont reconstitués en problème, puisque les Juifs sont considérés comme des alliés potentiels. Et comme dans un discours de classe, vous cherchez des alliances de classe, là, il y aurait des alliances de race. Donc aux États-Unis, il faut s'allier avec les Amérindiens ou avec les Portoricains, par exemple. Bon, ben là, en France, il pourrait y avoir une alliance de donc des Noirs et des Arabes avec les Juifs. Et puis avec cette idée que les Juifs, ils ne veulent pas vraiment s'allier. C'est le reproche qui leur est fait. Et donc, ils sont reconstitués comme un problème. Alors, pas comme dans les années 30. Mais paradoxalement, ils redeviennent un problème central de la société parce que présumés ne pas vouloir s'allier avec les autres non-blancs. La société, du coup, dans ces conditions, c'est le deuxième point, elle est pensée comme une hiérarchie raciale, comme une structure, une organisation raciale. Et il y aurait une hiérarchie de groupes raciaux avec des privilégiés, d'où l'idée de privilège blanc, par exemple. Et puis des groupes qui sont au contraire dominés. Alors, voilà, les non-blancs ou les indigènes, enfin peu importe, la façon dont on les nomme. Et du coup, le combat antiraciste, c'est vraiment un combat qui dans ces conditions, est pensé comme étant un combat pour restructurer complètement la société, puisque la société est un système raciste, ou un système racial, donc quelque chose de ce type. Voilà. Et donc, vous avez des thèmes du type, voilà, Carmichael disant que l'ennemi principal, c'est le blanc et ses institutions racistes. Voilà. D'où l'idée du coup d'auto-organisation. Dans ces conditions, il faut s'auto-organiser par couleur. Et puis vous avez parfois le thème de l'abolition des privilèges de la nuit du 4 août qui est utilisé pour penser dorénavant ce qu'est le combat antiraciste. C'est-à-dire ce serait l'équivalent de ce que la Révolution française a pu faire. Et puis dernière chose, ce discours-là, notamment donc, chez les Américains, ça se voit très bien. C'est-à-dire qu'à la fois c'est des gens qui disent on fera des alliances. D'abord, on s'auto-organise, et puis ensuite, on va faire des alliances avec d'autres, mais qui, dans les faits, d'une certaine manière, rendent toute alliance impossible. Puisqu'une fois que vous avez considéré que les autres étaient des privilégiés, qu'ils étaient vos oppresseurs, sur quelle base on pourrait penser quelque chose comme une unité? Enfin, en tout cas, elle devient difficile. Et le travail de la conscience raciale ne s'accompagne jamais du travail d'une conscience de ce qu'on aura en commun au-delà de la différence raciale. Donc ça rend... Alors, ça c'est la présentation un peu rapide de cet antiracisme, mais justement j'insiste aussi sur le fait que tout de suite ce discours il est combattu par d'autres militants afro-américains. Voilà. C'est-à-dire que souvent dans les présentations qui sont faites de l'antiracisme aujourd'hui en France, il y a cette idée que les Américains, les Afro-Américains ont combattu comme ça, comme je viens de vous dire. Donc il faut les suivre aujourd'hui, c'est un modèle à suivre. Et au fond, si vous ne voulez pas suivre le modèle, c'est que la France est en retard, vous êtes arriérés, etc. Parce que les Afro-Américains ont fait comme ça. Bon, en fait, ce n'est pas les Afro-Américains qui ont fait comme ça, c'est certains d'entre eux. Voilà. Et donc moi, je voulais montrer dans le livre qu'en fait, immédiatement, il y a une critique levée de bouclier contre ce type de perspective, avec des noms qui sont très connus. Hein. Par exemple, Angela Davis, qui est membre du Parti communiste américain à ce moment-là, qui s'oppose à ce Carmichael dont je viens de parler. Et par exemple, elle dit « Nous ne pouvions nous permettre de ne faire qu'une analyse de peau. Nous avions aussi besoin d'une analyse de classe. » Donc immédiatement,
par des militants afro-américains. Ils pointent dans cet antiracisme quelque chose qui est très problématique, c'est que la classe sociale disparaît complètement. Les hiérarchies sociales sont uniquement décrites sous un jour racial. Les militants des Black Panthers aussi, qui sont toutes une des figures les plus célèbres de ce moment du Black Power, les Black Panthers aussi sont en opposition complète avec cette perspective, en disant qu'elle réduit tout à la question du racisme et de la race, et qu'elle oublie complètement le capitalisme, qu'elle oublie les classes sociales, alors qu'eux l'intègrent. Voilà, donc d'une certaine manière, ils disent ces gens réduisent tout à un seul problème et un seul facteur. Nous pensons que le problème est beaucoup plus large que celui-là. Autre citation d'Angela Davis, par exemple, elle dit « Quand le peuple blanc est sans discrimination considéré comme l'ennemi, il est virtuellement impossible de mettre en place une solution politique. » Voilà, aux États-Unis, les Afro-Américains sont 15%. Dès lors qu'ils se constituent en groupe autonome contre la majorité, ils n'ont aucune chance. Voilà, donc c'est des impasses politiques. Hein, non seulement c'est des manières de... mais ce sont aussi des impasses politiques. Et puis, autre référence, classique, mais Martin Luther King, par exemple, s'est toujours opposé à cette condamnation en bloc de la société américaine comme pouvoir blanc, par exemple. Donc vous avez des textes où Martin Luther King, par exemple, dit qu'il est un homme du Sud des États-Unis, et il s'en revendique avec fierté. Même pour nous, c'est un peu bizarre, parce qu'on pourrait, nous, tomber dans l'idée que les États du Sud, c'est des États racistes. Et lui, il ne dit pas ça. Il dit, les ségrégationnistes, les planteurs, ils ont trahi le Sud. Le vrai esprit du Sud, c'est nous. Donc il n'est pas du tout en train de dire l'Amérique, brûlons son drapeau, renversons son drapeau, condamnons-la en bloc. Il dit non, l'Amérique, elle est traversée de contradictions. Bien sûr qu'il y a une tradition raciste, mais il y a aussi une tradition égalitaire aux États-Unis, à partir de laquelle on va combattre. Ça a des implications politiques énormes, hein, quand même, parce que vous placez du côté de la majorité en faisant ça. Vous ne dites pas on est une minorité, vous dites moi j'incarne le Sud, moi j'incarne l'Amérique, contre eux. Donc, alors, avant de venir à la présentation de l'antiracisme socialiste, du coup, juste quelques petites choses sur les problèmes que pose cet antiracisme que je viens de décrire. Bon, je reprends la critique des militants afro-américains d'inspiration marxiste, mais c'est l'oubli complet de la classe sociale. C'est-à-dire que ce n'est plus du tout pensé, c'est-à-dire que vous avez la question des ouvriers, à laquelle il faudrait ajouter la question des immigrés, sans que ce soit entremêlé. C'est-à-dire que naguère, on parlait par exemple de main-d'œuvre immigrée. Main-d'œuvre immigrée, vous avez deux termes. Ensuite, on a parlé de travailleurs arabes dans les années 70, vous avez deux termes. Travailleurs arabes. C'est une vision complexe des choses. Travailleurs immigrés, vous avez les deux, pareil. Et puis tout ça disparaît dans les années 80. On parlait immigrés. Voilà, on est passé de travailleurs arabes à arabes. Travailleurs immigrés, Uber. Et aujourd'hui, on dit indigène beaucoup. Dans le militantisme, c'est le militantisme indigène, elle est où la classe sociale? C'est-à-dire qu'on est passé de deux variables. Oui, souvent on dit aujourd'hui on pense les choses de façon complexe, alors que dans le temps, voilà, c'était hyper simplifié. N'empêche qu'avant il y avait main-d'œuvre immigrée. Maintenant il n'y a plus. Maintenant il y a indigène, non blanc, immigré, arabe, et la classe sociale a complètement disparu, comme si c'était un détail. Comme si le fait d'être chercheur CNRS issu de l'immigration, c'était la même chose que d'être chômeur issu de l'immigration. Comme si c'était au fond secondaire. Voilà. Il y a dans l'enquête Trajectoire et Origine publiée en 2015, on voit par exemple qu'il y a eu l'émergence d'une bourgeoisie issue de l'immigration maghrébine. Voilà. Bon, elle a des problèmes spécifiques qui ne sont pas les problèmes des quartiers populaires. Voilà, donc dire immigré ou arabe, point, sans introduire la dimension de classe, ça nous empêche un petit peu de comprendre la complexité du réel. Ensuite, autre problème, c'est que vu qu'ils pensent tout en fait, le terme unique, c'est racisme et race. Il y a une tendance, alors c'est une tendance, hein, peut-être qu'on pourrait trouver des cas où c'est pas si marqué, mais quand même, à force de lire, je vois cette tendance à considérer comme raciste tout ce qui affecte négativement la vie d'une personne qui n'est pas blanche. Il faut mettre le mot racisme dessus. Et donc, du coup, évidemment, dans ces conditions-là, vous avez une sorte d'inflation du concept de racisme qui finit par nommer beaucoup, enfin,
toutes les situations ou presque vécues par ces gens, et ça empêche, enfin dans les publications qu'on peut lire, ça empêche d'avoir des analyses un peu fines du réel. Par exemple, je vais vous prendre un exemple parce que sinon c'est pas très clair ce que je raconte, mais en termes de discrimination, par exemple, on peut distinguer par exemple une discrimination raciste et ce qu'on appelle une discrimination probabiliste et statistique. Or, je vais expliquer ce que ça veut dire, mais dans ce discours-là, il n'y a pas cette distinction. Tout est écrasé sous le terme de racisme. Alors, une discrimination, je prends des exemples, une discrimination raciste, c'est vous n'embauchez pas tel individu parce que vous avez une représentation négative des Noirs et des Arabes. Voilà, donc, vous n'en voulez pas parce que vous êtes raciste. Ça, c'est une discrimination directe et raciste, parce qu'elle est motivée par une représentation négative de cette couleur de peau, etc. La discrimination probabiliste, c'est un petit peu différent, même si ça gâche la vie, hein, mais c'est un peu différent. C'est un sociologue de Chicago qui s'est rendu compte de ça, c'est-à-dire qu'il faisait du testing, évidemment, de la discrimination à l'embauche, elle était énorme dans Chicago, contre les Noirs du ghetto, sauf que c'est intéressant, il allait un peu plus loin que ce qu'on fait en France, il allait voir les employeurs. Pourquoi il y a de la discrimination à l'embauche? Et il se rend compte bizarrement que ceux qui discriminent le plus sont des employeurs noirs. Donc il est très étonné de ça. Et quand il leur demande, en fait, évidemment ils sont noirs, ils ne tiennent pas un discours raciste, mais ils disent, moi je viens du ghetto, je sais que lui qui vient du ghetto, il est probable, c'est pour ça que ça s'appelle probabiliste, il est probable qu'il me ramène des problèmes du ghetto. Il est probable qu'il fume, il est probable qu'il ne parle pas comme j'ai envie qu'il parle, la clientèle, etc. Donc il le discrimine, mais ce n'est pas pour les mêmes raisons qu'un employeur blanc qui ne ferait pas racisme, c'est parce qu'il a envie d'avoir tel type de comportement et il estime qu'il est probable que le jeune du ghetto ne l'aura pas. Et si vous ne regardez pas ces différences en disant oh, tout ça c'est du racisme, je ne peux pas lutter de la même façon, parce qu'on ne lutte pas de la même façon contre la première discrimination et la deuxième. Idem, autre exemple sur les taxis new-yorkais. Les taxis new-yorkais, c'est prouvé, quoi, voilà, ils vous prennent moins quand vous êtes noir que quand vous êtes blanc. Donc, si vous mettez tout sous la case racisme, ce qu'a tendance à faire l'antiracisme dont je vous parle, vous allez rater le fait qu'il y a deux phénomènes. Il y a le taximan raciste. Lui, la solution, c'est la solution pénale, voilà, c'est illégal de discriminer, etc. Puis il y a l'autre, qui peut être un taximan noir, hein, qui consiste à dire, en fait, s'il est noir, il est plus probable qu'il me demande de le ramener dans un quartier qui craint du Bronx, où je pourrais me faire dépouiller. Donc je ne vais pas le prendre. Alors évidemment, pour celui qui fait du stop, il s'en fout, hein, c'est pareil, c'est qu'il ne peut pas rentrer chez lui, ça lui gâche la vie, ça lui gâche ses soirées. Mais on ne va pas lutter de la même manière contre la première discrimination, où là c'est la loi, alors que l'autre, la solution c'est la rénovation urbaine, faire en sorte qu'il n'y ait plus de ségrégation dans New York et qu'il n'y ait pas des quartiers délabrés où on n'ose pas rentrer. Et bien l'antiracisme dont je vous parle là, en fait, tout ça c'est pas important, ce qui compte c'est le résultat. Le résultat c'est le fait que vous dit plus ou moins difficile de prendre de taxi quand vous êtes noir. Un autre exemple encore, pour montrer cet antiracisme-là, donc il s'appuie beaucoup sur des statistiques, c'est-à-dire, ben voilà, vous avez taux d'embauche, c'est pas le même chez les blancs, chez les noirs, donc c'est la preuve que la société en question est raciste, etc. Et que, alors on prend les violences policières et on montre le taux d'incarcération, le nombre de meurtres, etc. Et puis on montre qu'il y a une inégalité statistique, donc la société doit être pensée comme raciste. Or, là encore, toutes ces statistiques-là, uniquement sous l'angle de la race, elles ont tendance à masquer la complexité de la réalité. C'est pour ça que c'est un schéma qui pose problème. Alors je prends un exemple. Si vous prenez le taux d'incarcération aux États-Unis et puis vous classez selon la race. Les États-Unis adorent les statistiques ethniques, il y en a plein partout. Donc prenez selon la race. Bon, il y a un phénomène massif. Les Noirs sont beaucoup plus incarcérés que les Blancs. Par contre, si vous introduisez là-dedans la variable classe sociale en plus, bon, là, bourgeoisie noire et bourgeoisie blanche ont un taux d'incarcération quasi identique, très très bas. Par contre, les classes populaires blanches sont beaucoup plus incarcérées que la bourgeoisie noire.
Bon, alors les classes populaires noires, là, c'est bingo, hein, eux, ils sont encore plus incarcérés que... Mais du coup, on voit bien qu'il y a une logique de classe, et quand vous en restez juste à la statistique, blanc-noir, ça occulte complètement cette logique de classe. Et du coup, bah, ça change les politiques publiques, vous allez sans doute vous ne ferez pas la même chose avec ces statistiques ou pas. Et de même pour la violence policière. C'est-à-dire que les Noirs sont surreprésentés parmi les victimes de violence policière, donc 30% des tués par la police, alors qu'ils ne représentent que 13-15% de la population, donc ils sont bien surreprésentés. Il y a un racisme policier aux États-Unis, voilà, c'est difficile de dire le contraire. Mais par contre, si vous regardez en chiffres absolus, eh bien, vous avez la moitié des tués par la police sont des Blancs. Et si vous regardez, si vous introduisez la classe, ben, ils sont tous des classes populaires en revanche. Il y a que 100%, ou presque, c'est pas 100%, mais presque au-dessus de 90% de ceux qui sont tués par la police sont des prolos qui habitent dans des quartiers délabrés. Voilà. Alors que si vous politisez la violence policière uniquement comme étant un problème de racisme, en fait, vous réduisez, vous en faites un problème noir, et vous empêchez peut-être de faire une majorité, alors que si vous la politisez comme un problème de toutes les classes populaires, avec certes une pénalité hein, pour les Noirs, hein, mais vous avez plus de chances d'en faire un problème large qui peut trouver un débouché politique. Voilà. Donc c'est ce genre de considération là que je vous aime, on ne les trouve pas, parce qu'il y a une tendance à tout réduire à cette question à toute cette question de la race. J'ai encore combien de temps là, je ne sais pas trop. Mais... Oh, tu as encore un peu de temps, tu peux parler encore. Ouais. 5-10 minutes. Ok. Et puis, donc, le dernier problème de cet antiracisme, c'est qu'effectivement, c'est la question des stratégies. Vous voyez, une fois que vous parlez en termes raciaux, comment est-ce que vous faites pour créer des alliances? Une fois que vous avez considéré, par exemple, qu'il y a un privilège blanc, voilà, comment vous faites une alliance? Parce qu'en réalité, comment ce discours-là peut être reçu par des gens qui vivent des situations difficiles en France aujourd'hui, dans des zones désindustrialisées, etc. Voilà, comment ce discours-là ne peut-il pas produire au contraire une sorte de rejet même de la cause antiraciste? Enfin, en tout cas, c'est assez probable que ça produise ce genre d'effet. Bon, et du coup, en travaillant, j'accélère un petit peu, mais sur ces choses-là, voilà, j'en avais quand même un peu l'intuition, mais j'ai quand même découvert qu'il y avait une autre manière de penser le racisme. Il n'y avait pas simplement la première, libérale, etc., celle des élites. Il n'y avait pas simplement celle-là que je viens de proposer. Il y a celle, notamment Angela Davis dont je parlais, mais en fait qui traverse toute l'histoire du mouvement ouvrier, or qui a peut-être des défauts, mais qui quand même mérite d'être connue et qui me semblait disait pas mal de choses intéressantes. Ce qui ne veut pas dire que les organisations ont toujours été à la hauteur des discours. Hein. Ça, j'en sais rien. Ça, c'est aux historiens de le dire. Mais en tout cas, au niveau du discours, il y a une richesse qui permet de dépasser un peu les problèmes dont on parle. Alors, je vais rapidement expliquer je vais m'appuyer sur un peu sur ce qu'on peut trouver chez Marx, parce qu'il dit les choses de manière très synthétique, même si ce sera ensuite enrichi. Hein, donc, il y a une lettre de 1870 où il essaie d'expliquer le racisme entre ouvriers anglais et irlandais dans les grandes villes industrielles anglaises, hein, puisqu'il se tape dessus. Et il explique. Alors, je vais généraliser un petit peu par rapport à l'explication de ce cas particulier, parce que j'ai l'impression que dans cette lettre, il y a une théorie en fait du racisme. Donc, il dit d'abord que pour penser le racisme, il faut partir d'un conflit réel à chaque fois. Donc il ne faut pas partir de ce que les gens ont dans la tête, de leurs phobies, de leurs idées. Bien sûr, ça existe, mais le point de départ, il faut partir toujours d'un conflit. Il y a un conflit qui oppose deux groupes, et ce conflit, il va être ensuite interprété. Il peut être interprété de manière raciste. Alors le conflit qui donne, lui, c'est le conflit pour l'emploi. Dans les grandes métropoles anglaises, il y a du chômage et les employeurs utilisent de la main-d'œuvre irlandaise parce qu'elle coûte moins cher. Fin 19e, vous avez aussi il y avait une immigration juive en Angleterre, qui fuit les pogroms d'Europe de l'Est, et vous avez sur la porte des ateliers, c'est marqué ici, on n'embauche pas d'anglais. Et ils embauchent que des juifs. Alors évidemment, s'il n'y a pas un travail politique et syndical, ça c'est catastrophique. Parce que évidemment que ça va produire de l'antisémitisme à tout va, évidemment que ça va produire un racisme anti-irlandais très fort.
Bon, ce n'est pas le seul type de conflit. Hein. Vous pouvez avoir en contexte colonial une guerre avec la victoire par exemple d'une armée européenne qui va être interprétée en termes de race. C'est parce que nous sommes racialement supérieurs qu'on les a écrasés, alors que c'est une question technologique d'armement. Mais parce que nous sommes une race supérieure, donc là, dans ce contexte-là colonial, vous avez l'idéologie de la race qui peut apparaître. Et puis là, dans un contexte interne, à l'intérieur des classes populaires, ça peut être des conflits autour de l'emploi, autour du logement, des concurrences en tout genre, voilà, qui peuvent expliquer et générer le racisme. On pourrait introduire ici aussi les questions d'insécurité ou je ne sais quoi, pour comprendre une espèce de terreau, la situation objective qui fait que il va y avoir production d'un discours raciste. Alors, ce qui fait que vous pouvez, le discours libéral qui prend les choses par l'éducation, éduquons à la diversité, il fait l'impasse sur le conflit réel. Et c'est peut-être ce qui explique que ce discours, par exemple à l'école, qui est très présent sur l'acceptation de la diversité, soit parallèle à la montée du Front National. Parce qu'en réalité, il ne répond pas au conflit réel. C'est-à-dire qu'il ne pose pas la question de l'emploi, du logement, de toutes les choses pour lesquelles il va y avoir une guerre dans les classes populaires. Donc ensuite, dit Marx, une fois que vous avez ce discours qui se constitue, cette interprétation raciste du conflit, alors il ne s'agit pas de nier le conflit, après il est bien réel, hein, il s'agit de lui donner une lecture politique et de dire c'est pas le problème des juifs, si vous ne pouvez pas travailler, c'est le problème de l'employeur qui les utilise pour faire de la concurrence, voilà, pour baisser les salaires. Une fois que ça s'est constitué, dit Marx, eh bien, le racisme, il produit une sorte d'effet de compensation sur des gens qui sont humiliés. C'est-à-dire que vous êtes humilié, mais au moins vous êtes blanc, par exemple, aux États-Unis. Au moins je suis blanc. Et donc cette espèce d'effet psychologique permet de comprendre aussi pourquoi le racisme s'installe et pourquoi on y trouve son compte. Parce qu'au moins ça permet de se distinguer, il y a pire que moi. Donc c'est pour ça qu'il y a un racisme populaire. Plus qu'un racisme peut-être des classes supérieures, parce que eux, leur statut, leur richesse, leur propriété leur permettent de se distinguer. Quand vous n'avez rien, vous risquez de vous distinguer par là, en disant moi au moins, je ne suis pas comme eux. Voilà. Et donc ça procure de la fierté, en fait, le racisme, voilà, dit Marx. Et je trouve que c'est une idée intéressante parce que comment on va combattre le racisme? L'antiracisme politique dont je parlais, il a choisi l'affect de culpabilité, très souvent. Je vous fais culpabiliser. Privilège blanc, l'histoire française qui est uniquement de la colonisation et des crimes coloniaux, etc. Mais en fait, est-ce que ça ne produit pas l'inverse de l'effet attendu? C'est-à-dire, est-ce qu'il ne nous faudrait pas mobiliser l'affect de fierté aussi pour combattre le Rassemblement national, mais un affect de fierté alternatif au leur, hein, évidemment, je n'ai pas de reprendre leur. Mais il y avait ça dans tout le mouvement ouvrier. Il y a toujours eu cette idée de fierté ouvrière et des gens qui n'ont rien, se dire que nous sommes le sel de la terre, nous sommes l'avenir, c'est quelque chose de mobilisateur. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, la carte de la culpabilité a davantage été choisie que celle de la fierté. Ensuite, donc voilà, le conflit, ça c'est le premier étage de cet antiracisme socialiste, quoi, conflit, interprétation raciste du conflit, effet psychologique, fierté, etc., procuré par le racisme. Ensuite, il y a l'étage de la bourgeoisie. Et ça, c'est vraiment important parce que c'est là que la bourgeoisie intervient. En constatant qu'il y a du racisme, et avec sa presse, dit Marx, elle va mettre de l'huile sur le feu. Parce qu'elle a bien compris qu'elle pouvait tirer profit des divisions existantes. Mais par contre, j'insiste bien là-dessus, parce que c'est souvent un contresens, c'est pas la bourgeoisie qui crée le racisme. Parce que souvent on entend ça un petit peu dans les discours à gauche, le racisme c'est la faute à CNews. Voilà. C'est CNews, BFM, c'est le Figaro, etc. Non, Marx il dit pas ça. Il parle bien du rôle de la presse, mais il dit il y a un racisme objectif lié à ce conflit dont on parle, conflit pour l'emploi, conflit pour le logement, et la bourgeoisie arrive en tirant profit de ça. Mais c'est pas la bourgeoisie, parce que si vous dites c'est la bourgeoisie, vous retombez dans le truc où finalement il n'y a pas de problème à régler. Il n'y a pas un problème réel. Il y a juste des gens qu'il faut se débarrasser des préjugés des gens, ou il faut se débarrasser de la bourgeoisie. Non, mais il y a un problème réel, c'est qu'ils sont en concurrence pour l'emploi. Ce n'est pas le seul problème, hein. Je ne dis pas que tout se réduit pas à ce problème-là, il peut y avoir d'autres types de conflits. Mais il y a un conflit réel à résoudre. Et la bourgeoisie, bien sûr, il faut combattre son discours, hein, mais en ayant conscience qu'il y a un terreau à ça. Et puis pour terminer, du coup,
Donc bref, c'est pas un complotisme, parce que souvent il y a cette idée, on a l'impression que c'est le complot de la direction de BFM hein, ou de CNews, le racisme en France. Non, non, il y a des problèmes concrets, et eux en profitent. Voilà. Et la dernière chose, donc, c'est l'horizon que propose Marx et puis tous les socialistes, hein, c'est de trouver une sorte de combat commun. Alors, ce qui semble une banalité, voilà, un combat commun hein, quand on lutte contre le racisme. En fait, c'est pas du tout commun. Hein, c'est même un peu, j'ai l'impression, assez révolutionnaire de parler de ça, puisqu'aujourd'hui, vous avez un peu l'idée que le discours antiraciste, c'est l'éloge de la différence. Enfin, ce serait ça, il faudrait aujourd'hui valoriser les différences. C'est comme ça qu'on lutte contre le racisme. Là, vous avez un discours qui veut insister sur le commun, ce que les gens ont en commun. Il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas de différence. Oui, un travailleur blanc, un travailleur noir aux États-Unis, c'est différent. Mais il y a aussi du commun. Et quand on dit classe, c'est ça qui est important, c'est que ça remet du commun. Quand on dit travailleur immigré, par le mot travailleur, il a un point commun avec le travailleur qui n'est pas immigré. Alors que si vous dites simplement immigré, il n'est plus que différent. Il n'y a plus de point commun du tout. Alors pourquoi j'insiste un petit peu là-dessus aussi sur la différence? Déjà, c'est parce que, aussi paradoxalement que ça puisse paraître, mais il y a tout un pan d'extrême droite qui a repris l'idée de différence. C'est peut-être un peu curieux parce qu'on ne se dit pas ça, mais vous avez des gens autour de la revue Éléments, la Nouvelle Droite, etc., qui, dès les années 80, consistent à dire non, mais en fait, la différence, c'est vachement bien. Et il faut préserver l'ethnodiversité sur la planète. Comment on la préserve? En interdisant l'immigration, en renvoyant les immigrés chez eux. Mais pas parce qu'on veut que les Blancs soient partout, parce qu'on veut qu'il y ait une richesse de culture. Et donc, ils en viennent d'avoir un discours anti-immigré sur la base de la différence. Donc, la meilleure manière de lutter contre ce type d'extrême droite, c'est pas la différence. Parce qu'eux, ils vont aller à fond dans la différence. Hein. Ils vont dire, votre différence, elle est hyper belle. Vous êtes tellement différents, c'est tellement beau qu'on va vous renvoyer chez vous. Voilà. Donc, insister sur le commun, ça me semble stratégiquement plus intéressant sans nier les différences. Et puis, je vais terminer sur un exemple, sur cette histoire de commun. Aux États-Unis, il y a des perspectives de lutte contre le racisme qui marchent, et puis d'autres qui ne marchent pas. Par exemple, la question des réparations. Vous avez déjà entendu, il y a toujours des débats pour réparer pour les crimes liés à l'esclavage, avec l'idée d'un impôt payé par les Blancs en direction des Noirs. Ouais, vous avez déjà entendu souvent. Ça, ils en parlent beaucoup, mais en fait, ça passera jamais pour de pures raisons d'arithmétique politique. Il faut réunir une majorité là-dessus. Il y a plein de Blancs qui sont arrivés après l'esclavage. Ils n'ont rien à voir avec l'esclavage. Il y a les Latinos, ils n'ont pas envie de payer pour les Noirs. Plein de choses qui font que ça risque de jamais passer. Bon, par contre, il y a des choses qui marchent très bien, et on n'en parle pas du coup, parce que, alors pourquoi? Parce que justement, c'est pas formulé en termes de différence raciale. Par exemple, au Texas, en plus, Texas, c'est vraiment les États les plus rudes. Au Texas, ils ont mis en place ce qu'ils appellent de la discrimination positive indirecte. Ils n'ont pas voulu faire discrimination positive, parce que là, ça passait jamais. Ils ont dit accès privilégié à l'université aux 10% les meilleurs de chaque lycée. Quand vous entendez ça, vous n'entendez pas une fois le mot noir, le mot race, etc. Mais ceux qui ont fait ça, ils sont très malins, parce qu'évidemment, vu que c'est très ségrégué, il y a des lycées entièrement noirs. Si vous dites les 10% de chaque lycée accèdent à l'université, vous faites rentrer énormément d'élèves noirs à l'université. C'est passé comme lettre à la poste. Il n'y a eu aucune opposition. Il n'y a pas eu de débat, on n'en a pas entendu parler dans les médias français, alors que ça produit des effets positifs. Alors que la question des réparations, dont on a des échos en France, parce qu'elle met en avant la question de la différence, du passé différent blanc-noir, etc., il y a énormément d'échos, mais peu de perspectives d'incarnation politique aux États-Unis, parce qu'il faut réunir des majorités. Donc bref, voilà, c'était juste pour résumer ces trois types d'antiracisme. Le débat est aujourd'hui très polarisé sur les deux premiers. On a l'impression qu'il faut choisir. Et puis le premier étant tellement énervant et effectivement insuffisant qu'on a envie de dire, le radical, si on veut être radical sur la question antiraciste, c'est le deuxième, donc il faut réutiliser l'idée de race, etc. Bon, il y en a un autre qui a été un peu occulté par le reflux des idées du mouvement ouvrier dans les années 80, à partir des années 80, et qui dit quelque chose, à mon avis, d'intéressant. Voilà, à peu près fini.
Très bien. Très bien, alors maintenant je vais donner la parole à la salle. Donc il nous reste combien 20 minutes donc de débat. Après il faut peut-être laisser la parole aussi au débat général, mais bon, on a déjà assez évoqué, donc on ira très très vite. Est-ce que quelqu'un souhaite poser une question? Michel Baraka, à toi. Oh, bien sûr. Je vais commencer par vous remercier par la qualité de l'exposé, parce que comme je me suis invitée pour faire l'introduction du livre, je trouvais que c'était un peu compliqué à lire. Donc ça me simplifie un petit peu l'existence, mais c'était un peu bon. Moi, j'ai bien aimé la manière d'appréhender la notion de la question du combat commun. Parce que quand même, enfin, je ne sais pas si vous êtes fait de la réflexion, mais dans les luttes actuelles dans les retraites, je me dis quand même que le combat commun, on ne l'a pas gagné. Quand je regarde dans ma région, les manifestations, on est loin d'avoir gagné ce combat commun. Et je pense que ça nous interpelle vraiment beaucoup aussi dans notre pratique sanitaire. C'était la première remarque. Et puis la deuxième remarque, qui n'a rien à voir, Gérard Noiriel, dans son livre avec Richard, je vais me tromper dans le nom, Stéphane Beau. Hein? Stéphane Beau. Ouais, c'est ça, a été violemment attaqué, et justement parce que il reprochait à cette analyse de faire abstraction de la notion de classe. Alors il faisait référence au combat féministe et au combat antiraciste, mais ils ont été vraiment très violemment attaqués. Et je pense que ça montre aussi peut-être l'importance du débat et de la clarification de ce type de débat sur la question de l'approche de classe. Très bien. Merci Michel. Je crois qu'il y avait Nicolas Bouchouissa du CA de l'IHS-CGT. Oui. Déjà aussi, merci Florian pour l'exposé. Moi j'ai lu ton livre avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de plaisir. Et là, dans le cadre, je pense qu'il y a quelques réflexions qui me viennent. Déjà, l'essentiel, c'est de rappeler que le racisme, même s'il a des racines historiques, etc., il a des sources aussi très concrètes dans le quotidien. Et ces sources-là, c'est la domination capitaliste quand même. C'est l'inégalité d'accès aux ressources qui crée la pénurie, entre guillemets, et donc l'affrontement entre différents groupes pour la population des ressources. Donc c'est déjà cette base-là. Et en revanche, il ne faut pas nier que s'il peut y avoir un racisme, entre guillemets, une xénophobie spontanée, la théorisation du racisme, elle vient des classes dominantes. L'origine quand même de la théorie raciste, c'est déjà quand les discours sur l'égalité sont arrivés, il a bien fallu justifier à un moment que certaines populations étaient exclues de cette égalité. Et donc là, ça a été un coup la race ou la civilisation, etc., qui a permis de justifier la colonisation et d'autres choses parce que civilisationnellement inférieur et donc exclut de l'égalité à ce titre-là. Et ça a des effets qui perdurent quand même un peu dans le temps et qu'il faut être capable de comprendre et d'affronter. Après, moi je suis en opposition totale à ce qu'on appelle aujourd'hui, enfin ce que tu appelles l'antiracisme politique et intersectionnel, qui in fine, à l'arrivée, le combat qui est derrière, c'est en réalité, c'est pas d'en finir avec les discriminations, c'est d'avoir la même proportion de place privilégiée dans les rapports de production que la proportion du groupe ethnique dans la population générale. Donc la finalité, en fait, c'est ça. Parce que ceux qui tiennent les tenants de cet antiracisme politique, c'est pas, dans la majorité des cas, c'est pas des gens des classes populaires. C'est des intellectuels, c'est des gens qui sont socialement plus hauts que la majorité de la population. Donc, ils ne cherchent pas spécialement en vrai la fin des discriminations.
Et justement, la culpabilisation, c'est très bien pour ça. Parce que quand tu culpabilises, tu es plus à même d'offrir les places privilégiées demandées en réparation ou autre, etc. Et donc, tu n'affrontes pas la question fondamentale qui est la discrimination. L'exemple que tu prenais sur ce qui s'est passé au Texas, c'est intéressant, mais ça veut dire aussi que 90% des élèves ils sont laissés de côté pour l'accès à l'université. Donc les lycées des quartiers riches, bon là les parents ont les moyens de foutre les gamins à la fac, mais tous les lycées des quartiers pauvres, indépendamment de la couleur de peau ou autre, 90% resteront sur le carreau. Donc c'est ça le fait. Et après le dernier petit point, et c'est, on va dire, entre guillemets, le petit poil à gratter et le point où on ne se fait pas trop plaisir. Mais si cet antiracisme politique-là a pu prendre une telle place aujourd'hui, c'est parce qu'il a grandi sur du vide. C'est parce que nos organisations hier ont à un moment été défaillantes, voire complaisantes, avec l'antiracisme moral libéral et n'ont pas fait leur devoir anti-impérialiste et de solidarité internationaliste possible. On en parlait hier en aparté, mais quand on peut entendre de dirigeants d'organisations ouvrières qu'il faut stopper toute immigration légale ou illégale, ou que l'immigration est un problème, déjà, il y a des faillances quand même. Donc il faut qu'on se dise aussi qu'on doit se regarder clairement et dire oui, on a été en échec, nous, sur la façon de mener le combat antiraciste et de créer du commun et de ne pas regarder l'ouvrier immigré comme un immigré justement, comme quelqu'un qui est perpétuellement à côté. Et qu'à un moment, on n'a pas su travailler le commun dans nos organisations et dans la façon dont on a mené cette bataille. Et ça, je pense que c'est un gros chantier aujourd'hui. Et c'est là-dessus que l'antiracisme politique grandit. C'est parce qu'on n'a pas su assumer ça et qu'on a failli. Voilà. José Pinto, IHS 93. Je fais une présentation. Sur deux questions. D'abord, j'ai trouvé l'exposé très éclairant. Ça me donne un peu d'air pour d'autres raisons. Sur deux questions. D'abord, la campagne antiraciste menée par la CGT par le biais du secteur immigration. Le secteur immigration à l'époque avait constaté que dans nos organisations, les idées progressaient et qu'il fallait réagir. Non pas sur un aspect moral ou idéaliste ou des trucs comme ça, mais concret, sur l'alliance de classe, puisqu'on a le même patron, comme ce qui a été dit. Ça n'a pas été facile. Il a fallu monter jusqu'au bureau confédéral pour que cette fameuse affichette et tout ce qu'il y avait avec sorte. Donc, faisons attention de ne pas lire ce qui s'est passé à ce moment-là avec les yeux d'aujourd'hui. Et l'autre question aussi, mais par rapport à l'intervention, c'est la manière dont nous encensons collectivement ce qui est appelé les cultures d'origine. Et le fait qu'on est porteur d'une culture d'origine. Bien, moi je suis portugais, je suis étranger, je suis né ailleurs, j'ai été formé ailleurs. Et quand je demande à mon interlocuteur, définis-moi, selon toi, ce qui est ma culture d'origine, il ne peut pas. Comme moi, je ne peux pas non plus définir la culture d'origine des Français. Ouvrez les guillemets, de souche, fermez les guillemets. Même si la France, dans ses frontières actuelles, elle est depuis 1945. Ça veut dire que ceux qui sont devenus français après la Deuxième Guerre mondiale ne seraient pas des Français de souche. Tu vois ? Donc, si moi j'ai à définir la culture d'origine des Français, comme je suis à la CGT,
je vais utiliser l'histoire de la Révolution, des luttes de la bourgeoisie contre l'aristocratie, ainsi de suite. Mais si je descends plus bas, que j'ai mon interlocuteur, il est à côté, lui il est français, mais avec son nom, on peut tout de suite dire « Ah non, 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 il est espagnol ». Vous voyez? Alors, c'est un français ou c'est un espagnol? Ou alors prenons quelque chose d'autre, prenons un breton. Eh oui, c'est ça. Ou alors prenons un niçois. Prenons un hollandais. Hein? Prenons un hollandais. Non, parce que c'est moins clair pour expliquer. Prenons un histoire. Hein? Garibaldi se plaignait d'avoir perdu sa ville de Nice. C'est à quoi Victor Emmanuel me disait, mais toi tu as perdu une ville, moi j'ai perdu une capitale, puisque j'ai perdu Annecy. Voilà, vous voyez, c'est extrêmement réducteur. Ce qui est fédérateur, c'est effectivement la lutte de classe et de ne pas se tromper là-dessus. Les Blancs, moi quand je travaillais, j'avais des petits jeunes qui venaient me dire les Blancs ceci, les Blancs cela, et je lui montre automatiquement et quoi, quelle couleur. Parce que dit moi je suis blanc, mais toi t'es blanc aussi. Ah non, non, moi je suis arabe. Ah bon? D'où viennent tes parents? D'Algérie, vous le savez, je ne sais pas, tu me dis que tu es arabe, je croyais que tu venais d'Arabie Saoudite. Et ça rentre pas dans les grilles d'analyse qui étaient diffusées à la télévision, qui venaient d'ailleurs, basées effectivement sur ce que tu as démontré, et que je trouve très intéressant. On va essayer de voir comment on va pouvoir utiliser chez nous. Voilà. Merci. Prochain inscrit, je crois que c'est Patrick Bourgeois, IHS FAT. S'il y a quelqu'un d'autre, il peut se signaler dès maintenant. Moi, j'ai trouvé très intéressant la conférence parce que il y a des choses que Florian a mis en exergue. On a beaucoup parlé hier du sens des mots, l'utilisation des mots, aussi l'absence de mots. Et moi, ce qui m'a paru vraiment significatif dans la conférence, c'est travailleurs immigrés et puis maintenant immigrés. Travailleurs disparaissants. Et là, on voit tout le sens du combat de classe à travers cette suppression du terme travailleur, de ce commun qui disparaît et qui fait disparaître effectivement le combat commun de classe pour. Et ça me paraît vraiment essentiel dans l'appréhension du sujet qui est complexe, qui n'est pas facile à expliquer, mais sur cette notion simple, je trouve. On peut faire parcourir beaucoup de choses dans le débat, dans l'évolution, dans la prise en compte des choses. Et ça, c'est ce que j'ai noté, c'est vraiment l'élément, je dirais, central pour aborder la question, pour aller plus loin, justement, mener ce combat commun, et pas ramener effectivement à cette notion que la diversité permettrait effectivement l'émancipation, alors c'est pas tout à fait ça. Elle peut en faire partie, la condition que le commun soit présent. Et je pense que ça me paraît fondamental. Avant de prendre le prochain intervenant, peut-être que tu souhaites faire quelques réponses, ça permettra de donner un peu plus de fluidité. Oui. Oui, il y avait beaucoup de remarques, mais oui, pour la question du combat commun dont tu parlais, puis qui rejoint la dernière remarque, effectivement, dans le mouvement des retraites, mais le problème du combat commun, il vient aussi du fait que même du point de vue de la classe, en fait, il y a des différences, même si on reste juste du point de vue des classes sociales, il y a des différences entre fractions de classe, entre les travailleurs salariés, ceux qui sont en chômage structurel, qui fait que s'ils ne viennent pas dans le mouvement des retraites, c'est sans doute
D'abord, là aussi, il y aura peut-être tendance, c'est ce que disent certains, par exemple, ils viennent pas parce qu'ils ne se sentent pas concernés en tant qu'arabes ou noirs, par exemple. Mais c'est une hypothèse, mais il y a une autre hypothèse simple, c'est qu'ils sont dans une situation de chômage structurel qui n'est pas du tout celle des salariés et qui peut, à mon avis, largement expliquer mieux que l'idée d'origine, etc. Et donc ça fait que... Mais du coup, ça pose des vrais problèmes, parce qu'une fois qu'on a constaté ça, comment on le surmonte, moi, j'ai pas de réponse, et enfin, si on en avait, on ne serait pas dans la situation où on est. Mais en tout cas, oui, moi je pense que c'est ramener la classe tout le temps. C'est vraiment ça que, par exemple, aux États-Unis, c'est ça tous ceux les syndicalistes et puis le mouvement ouvrier, c'est ça qu'ils ont tout le temps fait, ramener la classe, parce qu'il y avait une tendance à réduire tout à la race, quoi. Et aujourd'hui, alors peut-être qu'en Europe, peut-être qu'à certains moments, il y avait tendance dans les organisations, je ne parle pas des théoriciens, mais dans les organisations, à tout réduire à la classe, le reste n'étant, au fond, le travailleur marocain chez Renault, finalement, c'est juste son poste qui le différencie d'un autre, c'est pas le fait qu'il soit marocain, par exemple. Ça, je pense qu'il y a eu ça, sans doute, à un moment qui était excessif. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que dans les organisations, il n'y a plus cette espèce de réduction à la classe. Et l'impression qu'il faut maintenant lutter plutôt contre la réduction autour à la race, au racisme. C'est plutôt ça aujourd'hui. Sur les écoles là au Texas, je suis d'accord. Je suis d'accord sur le fait que les 10%, c'est pas satisfaisant. Je voulais juste illustrer que même dans sans doute un État des plus racistes aux États-Unis, il y a des choses qui peuvent passer étonnamment, très favorables aux Noirs, parce que avec des politiques donc neutres entre guillemets d'un point de vue racial, c'est-à-dire où la dimension raciale n'est pas mise en avant. Et en revanche, les politiques où la dimension raciale est mise en avant, elles échouent. Voilà. Donc je pense que c'est intéressant quand même de s'intéresser à ça. Et puis pour la progression effectivement du racisme dans des organisations syndicales, etc. C'est quand même tout ça, c'est très lié à la puissance historiquement des organisations syndicales et politiques. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elles s'affaiblissent, le racisme remonte. Parce que quand ça s'affaiblit, chacun va partir dans des logiques de survie individuelle. Je ne fais plus confiance à la force collective, ça ne marche pas. Il y a eu défaite sur défaite, donc ça, la voie syndicale, ça ne marche pas. Donc, je me tourne vers des perspectives qui vont fragmenter en disant, bon, je vais essayer de m'en tirer contre d'autres secteurs du monde ouvrier, les immigrés par exemple, quoi. Et du coup, mais ça peut se retourner vite en cas de victoire, mais c'est corrélé à ça, en tout cas, victoire et défaite, du coup ça progresse. Alors du coup, aussi, comment on fait pour lutter contre ça? C'est vrai que quand on a des pentes descendantes, la pente naturelle, c'est de se retourner contre le voisin plutôt que contre la puissance en face, quoi. Enfin voilà, je crois que j'avais à peu près... D'accord. Il y avait, comme inscrit, il y avait Frédéric Dousseau, je crois, Dordogne, hein, voilà, VHS Dordogne. Et puis... Oui, donc Frédéric Dousseau, VHS Dordogne. Moi d'abord, effectivement, je voudrais remercier Florian parce que ça ouvre quand même énormément de perspectives. Personnellement, moi je me sens très mal à l'aise en fait avec tout un tas de concepts qui sont arrivés, comme tu disais, depuis les années 2000 et où certains camarades, certaines organisations, certains partis politiques prennent une partie, pas une partie, rejettent. Et donc moi j'avais toujours eu du mal à me placer et, par rapport à tout ça et l'idée de reprendre la classe comme base, alors effectivement pas comme pour tout expliquer parce que c'est pas possible, mais de reprendre cette idée du commun et de la classe sociale, ça me paraît très intéressant parce que ça permet au moins de poser le débat et de débattre de façon correcte par rapport à ça. Moi ce qui m'interpelle beaucoup, c'est ce que moi j'appelle, alors je sais pas si c'est ce que j'appelle le racisme ordinaire. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus dans la société, y compris dans les organisations les plus progressistes, des mots, des expressions qui passent et qu'on laisse passer. Qu'on laisse passer parce qu'on ne sait pas forcément y répondre de suite, parce qu'on n'a pas forcément l'idée derrière. Et donc, cette idée de racisme ordinaire
qui pour moi est l'une des plus dures à combattre, parce que c'est pas forcément des gens qui ont de l'idéologie derrière. Hein, mais ça passe quoi, ils l'ont entendu, donc effectivement il y a, même si les médias bourgeois n'ont pas inventé le racisme, il n'empêche que le fait que les classes populaires, notamment, ou les élites d'ailleurs, écoutent ces médias-là, eh ben, il y a les idées qui s'infusent et qui sont aussi dures à combattre. Donc moi ce qui m'intéresse aussi c'est la question de l'analyse, parce que c'est ça, souvent dans notre société moderne, où tout est basé sur l'émotion et la rapidité, on exclut tout à fait la réflexion. Or, pour démonter une idée du racisme ordinaire ou une idéologie diffusée en masse dans les médias bourgeois, ben, il nous faut beaucoup plus de temps que le temps que cette idée passe. Et donc ce temps de réflexion, c'est peut-être par là qu'il faut commencer, gagner ce temps de réflexion, réfléchir sur ces questions-là, c'est pas perdre du temps. Mais ça va, c'est un travail à faire contre la société dans laquelle on est aujourd'hui, où encore une fois, tout est fait pour que nous réagissions et pas pour que nous agissions. Hein, c'est-à-dire que moi je mets dans l'action le fait de réfléchir et le fait d'avoir une réflexion. Donc, mais voilà, moi je remercie parce que très sincèrement, voilà, je vais lire ton livre parce que je pense que ça va beaucoup m'aider dans la réflexion que je peux avoir avec les autres aussi. La parole à... Alors, concernant le livre, parce que Michel Baraka disait qu'elle avait eu un peu de difficulté à rentrer les premières pages. Alors, je confirme, les premières pages du livre sont un petit peu difficiles, mais alors, je vous rassure. Par la suite, c'est passionnant, c'est très très clair, et c'est vraiment très 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 intéressant. Mais c'est vrai parce que, comme on n'est pas habitué à un vocabulaire ou à un jargon qui nous est quand même un petit peu étranger, qui est un peu étranger de notre culture politique, bon, il faut s'habituer à... Voilà. Mais une fois qu'on rentre dans les concepts et qu'ils sont expliqués, il y a toujours un retour historique dans la définition des concepts qui est vraiment très très intéressant. Et chaque fois, on apprend des choses passionnantes. On aura peut-être le temps d'y revenir dans le débat. Donc c'est au tour de Michel Vory, Limousin, c'est ça? Merci. Oui, donc je vais la présenter, je ne le ferai pas. Donc oui, je connais un petit peu les îles, enfin les dom-toms, la Réunion en particulier. Et en fait, tu parles beaucoup des États-Unis, et c'est vrai que c'est un endroit où, au niveau du racisme, c'est quand même assez important. Mais c'est chez nous, dans les dom-toms en règle générale, et Réunion, Martinique, Guadeloupe, et même de l'autre côté aussi ailleurs, il y a un racisme très important, un racisme souvent social, par le fait de notre domination de blancs au niveau des directions et en Martinique par exemple, où les Noirs se retrouvent toujours dans les travaux les plus bas, même s'il y a quelques personnes de race noire qui en fait se retrouvent un petit peu en haut de l'échelle, mais dans l'ensemble, ce sont toujours les Noirs qui se retrouvent dans les travaux les plus difficiles. Donc je pense que c'est intéressant d'avoir des exemples étrangers, mais c'est bien aussi de remettre un petit peu notre situation française à ce niveau-là. Voilà ce que je voulais dire. Ou tu peux répondre. Oui, donc à propos du racisme ordinaire là, dont tu parlais, en fait, moi j'ai l'impression qu'en fait, on n'a pas beaucoup fait le travail en réalité globalement, c'est-à-dire que les années 80, il y avait un discours antiraciste type SOS Racisme qui insistait surtout sur la différence. Vraiment, c'est la différence, alors qu'au même moment, il y avait ce fameux racisme qui s'est dit différentialiste, hein, qui apparaissait, donc avec une espèce de naïveté à penser qu'en mettant la différence en avant, ça suffirait. Donc ce discours-là, c'était la différence et la culpabilisation. Bon. Ensuite, l'antiraciste politique, là, il assume même le fait de ne pas, en fait, combattre le racisme populaire.
C'est-à-dire qu'ils disent, en fait, le problème, c'est l'État. D'où vous avez beaucoup de débats, racisme d'État, État raciste, etc., racisme institutionnel. Et ils assument le fait, ils disent, nous, notre problème, c'est pas monsieur et madame Dupont. Ils le disent tout le temps comme ça. Puisqu'en fait, le problème, c'est l'État qui diffuse le racisme. Et s'il y a des madame Dupont, c'est parce qu'il y a l'État. Donc le problème central, c'est l'État. Donc la question de convaincre disparaît complètement, ce qui est dramatique politiquement. Ça veut dire que la question de l'hégémonie politique, on l'abandonne. Et du coup, bon, il n'y a peut-être pas à désespérer, parce que si on mène le travail sur une perspective du commun, ça peut porter peut y avoir des effets. Et après, par rapport à ce racisme ordinaire, je pense qu'il y a deux cases, il y en a deux types. Il y en a un qui n'est pas récupérable, quoi. Voilà, il y a des gens qu'on ne pourra pas sortir de là, c'est comme ça. Bon, par contre, on doit faire le pari, politiquement, syndicalement, qu'il y en a une partie qui est récupérable. Voilà. Et la partie récupérable, c'est, je reviens à mon idée, qu'ils réagissent à un problème concret. Enfin, ils réagissent en interprétant de manière raciste. Donc il faut proposer... Et donc par exemple, ce que j'ai toujours eu du mal à comprendre, par rapport aux questions de sécurité dans les quartiers populaires. Donc ça peut être un terreau typique. Moi je vois dans ma ville, il y a à Besançon, avec des énormes problèmes, ils s'entretuent un peu du trafic, etc. En fait, il faut proposer une lecture de gauche du problème, quoi. Puis elle est bonne, la lecture de gauche, elle est solide, etc. Et il ne faut pas laisser aux autres une espèce de lecture culturelle, ils ne veulent pas s'intégrer, donc quel est le rapport avec le trafic de drogue, enfin, donc allons-y avec prenons en charge le problème réel, et ensuite en disant, toi ta lecture raciste, moi j'en ai une autre, c'est peut-être, au moins pour certains, pas tous, hein, mais au moins pour certains, une manière de les convaincre, mais s'ils n'ont pas de discours alternatif en face, bon, c'est sûr, quoi, ils n'auront qu'une lecture. Oui, pour l'intro du livre, effectivement, l'intro, c'est ce qu'on rédige à la fin pour donner un truc un peu synthétique. Et donc, oui, ça doit tout condenser en quelques pages. Donc, c'est pas... Bon. C'est pas le meilleur moment non plus quand on écrit. Et puis, alors, pour la question des dom-toms, je suis d'accord, mais du coup, j'en profite pour rebondir, c'est que, en fait, dans les dom-toms, mais pas que là, ce qui est embêtant, c'est quand la division en classe, elle vient recouper la division en raciale, entre guillemets. Et là, ça prête le flanc, du coup, à se dire, ah, mais en fait, c'est une hiérarchie raciale. Parce que, il y a les blancs au-dessus, les noirs en bas. Et dans les métropoles, c'est exactement, je pense, si l'antiracisme politique qui fonctionne, c'est dans les grandes villes. Parce qu'à Paris, on peut se dire que d'une certaine manière, en effet, les dominants sont blancs, et les éboueurs, ceux qui travaillent dans les restos, tout ça, c'est les noirs. Et donc on a l'impression qu'il y a une division raciale. Mais dès qu'on sort de la métropole, on voit bien, enfin moi je viens d'une région où il y a des usines Peugeot, on voit bien que non, il y a pas, c'est beaucoup plus compliqué, que la division elle est interne aux classes populaires, parce qu'il y a une quantité de travailleurs blancs, etc. Mais il y a des moments où ça se recoupe. Et c'est ça qui donne de la force au discours qui réduit tout à la race, parce qu'à ce moment-là, on a l'impression que la société, c'est les blancs au-dessus, les noirs en dessous. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres... Georges Daricot, IHS Land, ou Midi, je sais pas, Limousin. Non, pas Limousin, Aquitaine. Disons, on ne se mélange pas beaucoup entre nous, quoi. Je parlais de classe populaire. Et c'est ce que tu as évoqué et qui m'interpelle, c'est cette notion de supériorité, esprit de supériorité. Est-ce que quelque part, notre nation colonialiste n'a pas intégré dans l'esprit collectif de façon, comment te dire, tu sais, on l'a au fond de nous, quoi, cette idée qu'on est supérieur aux autres. Parce que justement, on a dominé. Et ça, vraiment, ça m'interpelle, quoi. Voilà. Alain Borg du Centre. Et ensuite, très vite, comme tout le monde, c'était vraiment super intéressant. Le mécanisme me fait beaucoup penser aux questions du féminisme. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit pour le racisme, le féminisme, au début, c'est un mot inventé par Alexandre Dumas-Fils, très péjoratif,
Et les premières féministes se réemparent du mot pour lui donner le contenu que l'on connaît aujourd'hui, le contenu émancipateur. Et on voit aussi que dans le mouvement féministe, historiquement et encore aujourd'hui, il y a une tendance à estomper la question de classe. Hein, je vais parler vite, si on prend la question de la parole des femmes qui se libèrent, entre guillemets, sur la question des violences dont on parle dans les médias, c'est pas les femmes des classes populaires. Hein, c'est pas les femmes employées, c'est pas les ouvrières, c'est pas les femmes en situation de précarité. Et on voit bien que la CGT, lorsqu'on veut à la fois être féministe et en même temps mener notre combat de classe, c'est difficile. On n'est pas toujours compris. Bon, donc je mets ça à part, ça m'a beaucoup fait penser à ça, d'autant que dans les entreprises, comme tu le dis, les employeurs ne veulent plus aborder la question de l'égalité femmes-hommes professionnelle en tant que telle, ils veulent le remettre dans un lot diversité. Donc les femmes se trouvent aussi parmi les diversités. Et quand on pense femmes, on ne pense pas que les femmes sont elles-mêmes traversées d'origines différentes, de possibilités racistes, etc. Mais c'est pas de ça que je voulais parler, parce que je sais que je suis intéressée là-dessus, mais c'était sur la question du travail. Je pense que tu cites, il y a les années 80, les années 2000, hein, il y a des étapes. Or, si on regarde le travail qui a été fortement producteur de solidarité de classe, justement, d'esprit collectif, d'égalité de droits, en tout cas de revendication d'égalité de droits, à travail égal, salaire égal. Hein, on en parle pour les femmes, il y a travail égal, salaire égal, mais initialement, c'est par rapport aux travailleurs étrangers hein, que le mot d'ordre a été imaginé hein, en termes de revendication. Or, le travail aujourd'hui, il est segmenté, il isole. Le travail qui produisait des revendications collectives et des exigences collectives de solidarité, aujourd'hui c'est l'inverse, il met en concurrence, il isole les individus, il les met en concurrence les uns aux autres, et donc la structure du travail aujourd'hui, elle produit cette idée il y en a qui sont meilleurs que les autres, et pour éviter de me sentir moins en difficulté, j'attribue la difficulté à celui qui est dans une situation encore pire que la mienne. Comme ça, je me sens, puisque je ne suis pas reconnue dans la réalité du travail que j'amène, eh bien, je me sens reconnue en diminuant l'apport de celui ou de celle qui est à côté de moi. Donc moi, je crois que nous, la CGT, ça nous appelle aussi à une réflexion sur le travail. Comment avoir sur le travail une vision qui redonne de la solidarité, de l'esprit collectif et la volonté d'égalité pour toutes et tous à partir du travail. Bien, merci Maryse. Alain Borg, donc, maintenant qui a la parole. Alors tout d'abord, je tiens à remercier le conférencier, parce que je trouve très intéressant, et j'ai toujours pensé, en ce qui me concerne, que c'était pas en culpabilisant les racistes qu'on gagnerait sur ce terrain. Pour avoir discuté avec quelques-uns qui ont dérivé, qui étaient dans la même appartenance idéologique à un moment, et pourquoi ils sont arrivés à voter Le Pen aujourd'hui, enfin, RN, et je vois à chaque fois qu'on prend le truc de face, en culpabilisant, on a l'effet inverse. Vous voyez, au contraire, ça renforce. Vous voyez, ben oui, mais parce que, alors, avec un renvoi à l'intellectuel, on serait au-dessus, enfin, voilà, donc ça ferait une classe, une élite qui serait au-dessus et qui les rejetterait encore plus. Voilà. On avait effectivement un peu ce truc-là avec les Gilets jaunes, enfin une partie donc qui rejetait a priori les syndicats quand on allait se présenter sur place. Et donc la réflexion aussi, c'était est-ce qu'on n'a pas dans nos organisations, en s'éloignant du combat de classe, par moment, idéologiquement, favoriser un peu
cette montée, mais laisser la place à la montée. Moi, je le pense. Je pose la question, mais moi, je le pense. D'une certaine manière, indirectement, c'est pas voulu, mais en s'éloignant du combat de classe, certains ont pu penser que le syndicalisme ne s'occupait pas d'eux. C'était vrai pour je pense aussi à certains partis politiques qui ont l'impression qu'ils ont abandonné les classes populaires pour s'occuper de ce qu'appelle d'ailleurs la bourgeoisie, cette classe moyenne qui n'est pas réellement bien définie. Voilà, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais voilà, on ne s'occupe plus des plus exclus. Les plus exclus n'ont pas l'impression d'être représentés. D'ailleurs, quand on va chez les parents, aux parents d'élèves, alors ça m'a toujours choqué, j'ai été dans les parents d'élèves, c'était toujours ceux, dernièrement, alors qu'avant c'était pas vrai, à une époque, moi, quand mon père était aux parents d'élèves, qui était à la CGT, au PC, il était aussi aux parents d'élèves, il y avait beaucoup, il y avait pas mal de gens qui militaient. Aujourd'hui, chez les parents d'élèves, il y en a encore, mais beaucoup moins, et on retrouve beaucoup plus de gens issus d'une classe un peu plus élevée. Voilà. Donc, ce qui crée cette espèce d'impression que les classes les plus défavorisées ne sont plus représentées dans les institutions, et certains pourraient penser qu'y compris le syndicalisme, ils n'y sont plus non plus. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair. Voilà, moi c'est ce que je voulais dire. Donc je suis heureux qu'on revienne sur le commun et que c'est bien la lutte de classe qui produit l'unité et la force. Merci Alain. Donc maintenant la parole à un autre Alain, mais c'est Alain Rénal, donc Midi-Pyrénées, IHS Midi-Pyrénées. Oui, alors, pareil, comme la plupart des intervenants, je trouve que ça nous permet de l'intervention, parce qu'on est tout dans des réflexions, mais le retour à ces analyses de classe nous permet un peu, je crois, déjà individuellement, mais surtout collectivement, un peu de ne pas sombrer dans des interrogations qui peuvent mener à tout. Je prends le cas, est-ce que ce n'est pas des grands enjeux de classe aussi, et politiques au niveau international? Par exemple, comment on répond aux migrations inévitables de millions de personnes qui vont être amenées à se déplacer, à venir, je veux dire, en fonction de différents, je ne sais pas, toutes les raisons qui poussent. Il faut bien qu'on analyse, parce que même à gauche, quand même, il y a eu les dérives, là, un peu, là, quand on abandonne ce sens de classe et donc de solidarité de type nouveau, on se souvient tous, je ne vais pas citer les noms, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. C'est quand même les gens de gauche qui l'ont utilisé un peu. J'en connais d'autres gens de gauche qui ont pu répondre aussi. S'il n'y a pas les papiers, tout ça, oui, la vocation à revenir chez lui. Et on voit comment, mais si on l'aime, si on perd pied, alors c'est pas pour apporter mais comment on répond sur le fond à partir d'une analyse de classe aussi, parce qu'il y a quand même une sensibilité. Par exemple, la question, le grand remplacement, donc on sait que c'est pas Zénon qui l'a inventé, mais il ne suffit pas de dire au grand remplacement à celui dont on s'inquiète. Bon, il y a des copains qui ont tendance à dire, surtout que ça s'était appuyé, oui, mais il y a eu des moments, ça s'est appuyé, oui, mais ça passe mieux avec les Italiens ou les Portugais parce qu'ils sont catholiques. Donc, vous voyez comment ont été introduits, là, Donc, je dis ça y compris sur le défi mondial qui est posé à notre civilisation du déplacement des populations et de migration massive vers des zones beaucoup plus de sécurité climatique ou sociale. Le droit à penser un avenir pour sa famille et ses enfants dignes de vivre normalement. Ce que je veux dire, bien sûr, normalement,
Ça, c'est une question de classe fondamentale. Donc, il faut bien qu'on s'y prépare. Sur les questions solidaires, ça me faisait penser sur la retraite. Je sais qu'il y a eu des combats et la société a été claire sur ça. Je sais pas, sur par exemple la situation des Chibani, des grands-pères arabes qui sont venus, qu'on a appelés pour construire la cité populaire algérienne dans les années 50 en France, voilà, ou les salariés agricoles marocains, que les grands propriétaires terriens, bien français, bien blancs, ont fait venir à travers la Rhône pour les prendre de place. C'est comment, par exemple, aujourd'hui, sur le débat, ces gens-là, ils ont travaillé toute leur vie. Pourquoi faut-il leur imposer qu'à leur retraite, ils ne reviennent pas chez eux pour toucher la retraite? Je ne sais plus exactement quelles sont les propositions, c'est de nouveau un débat, là, y compris du côté de notre antenne. Alors, c'est parce qu'on a toujours le piège moral, si on n'a pas ces analyses de classe. C'est compliqué des fois. On va s'occuper. Moi, je vois les sensibilités qu'il y a dans les questions. Moi, jamais me dire, j'ai voté ou je voterai chez nous sur le grand remplacement. Mais on voit qu'il y a cette peur. Donc, comment on l'aborde? Des réflexions à partir des questions auxquelles on est confronté dans nos entreprises qu'on est actifs, ou dans nos débats avec les éthiques. C'est ça, c'est permanence que j'avais cédé sur l'analyse de classe. Et donc, comment construire de nouveaux types de solidarité, sinon on ne s'intégrera pas. Sinon, voilà. Merci Alain. Y a-t-il d'autres personnes qui souhaitent intervenir? Où ça? Pardon. Thierry Franqui, IHS FAT. Ouais, merci. Ouais. Moi, il y a quelques années, j'avais lu un livre, je l'avais trouvé dans la bibliothèque de la Fédération quand j'étais jeune, qui s'appelait les enfants du chômage. Je ne sais plus exactement, il faudrait le retrouver, il doit être dans les archives de la Fédé. Et c'était un livre qui déjà pointait les problèmes de racisme que la situation économique dans les années 70-80 allait créer en France au travers de l'augmentation du chômage. C'est-à-dire que toute une génération qui avait vécu avec des parents qui étaient au chômage, etc., allait finalement pouvoir soit dévier vers justement un projet de l'autre, soit faire... Et je trouvais que c'était un sociologue qui avait créé ça. Ça a été un livre qui m'avait marqué parce qu'on sentait bien, que je l'ai lu dans les années 90, et on sentait bien que ce qu'il avait dit et prévu dans les années 80 était en train de se réaliser en France. Moi, quand j'étais jeune, j'habitais dans une ville qui s'appelle Sarcelles, où la plupart, je suis arrivé dans les années 60 suite à la guerre d'Algérie, et il y avait une population très diversifiée, c'est-à-dire, bon, la plupart c'est des pieds noirs, mais très diversifiée, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de chômage. Et aujourd'hui, quand je revois cette ville, et y compris j'en discute avec des gens qui ont vécu comme moi leur enfance et leur adolescence dans cette ville, ils la voient de façon négative, c'est-à-dire que, alors que quand ils y vivaient, pour eux c'était une ville, alors de l'extérieur, tout le monde pensait que c'était une ville très dangereuse, mais de l'intérieur c'était une ville très agréable à vivre. Et aujourd'hui, on la vit comme une ville ghetto, comme une ville dangereuse, mais une ville en fait raciale, c'est-à-dire on dit qu'il n'y a que des noirs, hein, mais en même temps, on ne s'interroge pas pourquoi il n'y a que des noirs. C'est-à-dire que progressivement, toute la diversité qu'il y avait dans cette ville a disparu avec la montée du chômage. Les gens les plus riches, ils sont partis à Paris, ils sont partis, et puis ils sont restés finalement que ceux qui subissaient le chômage, etc. Et moi, quand je discute avec des amis qui ont vécu avec moi dans cette ville, leur premier réflexe, et c'est ça qui est malheureux, c'est de dire non, c'est parce qu'il y a des noirs, il n'y a que des noirs dans la ville maintenant, alors qu'avant il y avait une population plus diversifiée. Je dis non, il y a d'abord parce qu'il n'y a que des pauvres. Et c'est à chaque fois ça qu'il faut expliquer. Et je l'avoue, c'est de plus en plus difficile. Je dis oui, mais pourquoi ils sont délinquants, pourquoi ils se disent oui, mais c'est d'abord la pauvreté. Et si on n'en revient pas à expliquer d'où vient le fond du problème, eh ben oui, dans les discours faciles, hein, c'est-à-dire c'est parce que, et puis racial, etc., et puis parce que, etc., etc. Donc voilà, c'est une expérience, mais je pense que c'est bien qu'on mette en avant, comme tu l'as dit,
l'antiracisme socialiste, c'est-à-dire le doctrine, parce que sinon on va aller dans des débats stériles et voir qui vont servir à rien. Oui, tu vas répondre tout de suite. Après, y a-t-il encore d'autres intervenants? Non. Bon, bah écoutez, on va arrêter là le débat. Je vais passer la parole à Florian Gully qui va répondre et faire les conclusions de son intervention. Merci. Oui, je ne vais peut-être pas répondre à tout, parce qu'il y avait beaucoup de choses, mais quelque chose qui me semble quand même important, c'est que c'est vrai hein, que revenir à l'analyse de classe, oui, mais je pense qu'il faut faire quand même attention à ne pas homogénéiser à l'intérieur de la classe. C'est-à-dire que c'est une tendance un peu lourde qui a existé, c'est-à-dire qu'il y a le concept de fraction de classe, moi me semble important, c'est-à-dire qu'il y a des fractions de classe, donc tout le monde n'est pas aligné, n'a pas le même calendrier, n'a pas les mêmes problèmes. Et si on n'est pas capable de prendre la question des problèmes spécifiques rencontrés à l'intérieur de la classe, mais voilà, aujourd'hui on a tendance à dire les problèmes spécifiques, moi j'ajoute à l'intérieur de la classe, mais il y a quand même des problèmes spécifiques, déjà ne serait-ce que d'un point de vue professionnel. Il n'y a pas les mêmes problèmes quand on est salarié du privé, quand on est précaire, ce sont les statuts, ça fait des fractions différentes, et on est bien obligé d'avoir des discours adaptés à ces différentes fractions. Donc il ne faut pas homogénéiser avec l'idée qu'il y aurait une espèce de classe avec un grand C, avec un individu un peu identique derrière. De la même manière, voilà, la question du racisme, elle va qu'il faut poser d'un point de vue de classe, mais il y a bien une fraction de la classe, descendant de l'immigration, qui vit des choses spécifiques, qui n'a pas exactement le même quotidien. Alors j'ai beaucoup insisté sur le commun, mais là je fais juste petite nuance pour dire, mais il y a quand même aussi des spécificités auxquelles il faut répondre. Parce que sinon, il n'y a pas de mobilisation derrière. Voilà, de la même manière, pour les femmes, on peut aussi envisager les femmes comme fraction de la classe et qui ont des problèmes aussi spécifiques. Et d'ailleurs, il y a une inégalité avant même les classes, sans doute. Donc, c'est pas réductible ni déductible de tout ça. Donc, il faut toujours tenir les deux, c'est-à-dire à la fois l'analyse de classe et puis prendre en compte le fractionnement de la classe. Sinon, on ne peut pas enlever tout le monde. Et de la même manière, le chômage structurel, c'est aussi une fraction de classe. Cette partie de la population qui vit un chômage, c'est plus la vieille armée de réserve de Marx, quoi, les types qui sont au chômage, mais l'année prochaine, ils sont repris. Non, là, c'est un chômage de fond qui dure toujours. Moi, ça pose des problèmes spécifiques, ça fait qu'ils ne se sentent pas solidaires d'une mobilisation, pas concernés, ou que sais-je encore. On est bien obligé d'avoir les deux en même temps. En quoi on est différent et commun. Voilà. Oui, et puis du coup, moi je suis d'accord pour le féminisme. Là, je passe beaucoup de temps à lire des choses sur les réseaux sociaux. Et alors, à chaque fois, c'est plutôt des jeunes et bien intentionnés qui parlent de convergence des luttes. Par exemple, donc, on est tous d'accord avec convergence des luttes. Mais ils disent, c'est la façon dont ils le disent qui prête à réfléchir. Ils disent, par exemple, il faut que les ouvriers, les femmes et puis les personnes racisées convergent. Alors ils écrivent ça, ils sont contents, et puis c'est bien dans l'intention de dire ça. Mais les ouvriers, les femmes, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et puis les ouvriers, les personnes racisées, donc il n'y en a pas qui sont ouvriers, il n'y a pas de femmes non plus parmi les personnes racisées. Et ça, c'est quand même hyper courant, c'est devenu une espèce de sens commun, un peu, enfin, sens commun, non, mais enfin, en tout cas dans les jeunes militants, c'est très répandu. On va faire converger les femmes et les ouvriers. Voilà, moi, à chaque fois, les bras m'en tombent. Et là où on voit qu'effectivement, l'analyse de classe, elle est déficiente pour le coup, vraiment, parce que la classe, ça veut dire un homme blanc, ouvrier. Voilà, c'est ça le discours de classe. Donc effectivement, quand on dit discours de classe, pour des jeunes, ça doit sans doute leur faire peur. Ils doivent dire, oh là là, mais lui, son truc, c'est les hommes blancs ouvriers. Quoi. Et il s'en fout des femmes, il s'en fout des... C'est pour ça qu'il y a aussi des précautions à prendre, je pense qu'on discute avec des plus jeunes, pour pas simplement dire ramenons la classe, parce qu'eux, ils entendent peut-être pas comme nous. Voilà, donc je pense... Aux États-Unis, c'est ça, hein, il y avait un livre que j'avais lu sur la classe ouvrière blanche, et l'historienne raconte qu'elle va voir ses collègues qui bossent sur les théories critiques de la race, et leur dit, il y a un séminaire sur la question des classes, vous venez avec moi? Elle dit, non, ça c'est un truc de blanc. Voilà, et ça, c'est quand même assez répandu, cette manière de penser. Donc nous, il faut qu'on fasse quand même l'effort de bien faire comprendre que c'est pas ça qu'on est en train de dire, que nous, la classe, elle est diversifiée en interne. Voilà, je pense que c'est... Voilà, donc peut-être...
Merci en tout cas de m'avoir écouté.